Bonjour, mesdames, messieurs, chers participants. Je ne sais pas si je suis entendu partout et par vous tous. Oui, professeur. Merci. Je vous Bonjour, souhaite, professeur, depuis le Togo. merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Alors, je voudrais demander à tous les participants si nous pouvons nous accorder 5 minutes pour permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés à se connecter. Et sur ce, je vais demander à ce que nous nous présentions les uns aux autres, même si nous nous connaissons. Ça fait toujours plaisir de se présenter à ceux qui arrivent pour la première fois. Merci. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Ekumbo, qui se présente à l'assistance. Monsieur Ekumbo, ouvrez votre micro et présentez-vous. S'il vous plaît, prof, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Je vous entends, Richard. Alors, j'ai donné la parole à Monsieur Ekumbo qui se présente. Je pense qu'il est loin de son ordinateur. Monsieur Alain Balola, voudriez-vous vous présenter? Oui, merci pour la parole. Je suis le docteur Balola Itaboba Alain. Je suis interniste je suis résident en médecine interne à l'hôpital général de référence de Bukavu en spécialisation de première année. Et je m'intéresse particulièrement à cette thématique, raison pour laquelle je voudrais bien me prendre part. Merci. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Monsieur Désiré Bikouba, voudriez-vous vous présenter? Monsieur Désiré, Monsieur Jean-Robert Bonaïssa, voudriez-vous vous présenter à l'assistant? Si vous nous suivez, veuillez. Toutes nos excuses, il y a eu interruption de la connexion. J'ai demandé à Monsieur Jean-Claude Kabika de se présenter. Merci, professeur. C'est Jean-Claude Kabika, je suis analyste au bureau de l'hygiène et salubrité publique, division provinciale de la santé, Kinshasa. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Je demande à Monsieur Joseph Kassanda Loufouabo de se présenter à l'assistance. Bonjour, bonjour Ali, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, je suis Joseph Kassanda Louabo, médecin spécialiste en santé publique. Je travaille pour l'ONG Malteser International. Je suis basé à Ariwara, au nord-est de la RDC. Merci.
Chers participants, nous avons connu une interruption et je pense que nous pouvons commencer la séance. Je vais présenter l'orateur du jour, Monsieur Richard Baizire Riziki. Il est spécialiste en santé publique. Il a terminé ses études à l'université du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Il a fait sa santé publique à Kampala. This meeting is being recorded. Et il a fait aussi son PhD. Il est enseignant et chercheur. Il est auteur et co-auteur de plus de 10 publications et le domaine d'intérêt pour le moment, ce sont les maladies, ce sont les maladies, ces 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 maladies. Les participants, nous avons un problème d'interférence. Alors, je disais que toutes mes excuses pour ces interférences. Je disais que est spécialiste en santé publique. Il est enseignant et chercheur. Il est auteur et co-auteur de plus de 10 publications. Son domaine d'intérêt, ce sont les maladies transmissibles et non transmissibles, Bien, je ne sais pas si ça va se répéter. Nous allons tenter de continuer. Il est membre de l'équipe des CPCI. C'est parmi les cofondateurs. Il est aussi actif dans d'autres cercles et pour le moment, il est consultant à l'OMS où il est chargé de l'infodémie. Donc, M. Baizire est quelqu'un d'informé et qui This meeting is being recorded. pratique
dans le domaine de l'infodémie, dans le domaine de l'infodémie, dans le domaine de l'infodémie, comment on peut gérer, Je m'excuse, cher professeur. Avez-vous une ligne YouTube allumée? Parce que si vous avez une ligne YouTube allumée sur le même dispositif, il serait mieux de pouvoir mute la ligne YouTube. C'est fort possible. Sinon, la deuxième ligne sur le même ordinateur est en train de faire sortir s'il y a eu une ouverture de plusieurs sessions sur l'ordinateur. Merci. Voilà, nous allons tenter encore une fois. Voilà, nous allons tenter encore. Voilà, nous allons tenter. 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 Voilà. S'il vous plaît, Richard, est-ce que vous pouvez envoyer vos diapositives au docteur Valérie Chilombo? Comme ça, il peut commander à partir de son ordinateur notre exposé. Ok, merci, prof. Docteur Je vous Valérie, reviens est-ce qu'il y a après. moyen que vous puissiez diriger la séance? Je lui partage alors ma présentation. Il a une adresse mail où je peux le faire rapidement. Casa des familles, Oui. en français, en un mot, @yahoo.fr. Casa des familles, Attends. @yahoo.fr. Casadi, Famille, en français. Je l'écris Camille, aussi. Famille, family, but in French. Famille. des L, Oui, oui. C'est dans le arrobase. chatbox yahoo.fr. Ok, tout de suite là. J'ai un souci de connexion ici. Merci. Ok. Présentation. Tout à l'heure. Confirmation. Question introduite. On va le faire avec cette connexion ce soir.
C'est fait, Kazadi. Je suis en attente, ça traverse encore les collines. Les nuages, hein? Tout à fait. Mais ça va arriver. Même pas dans les spams. Envoyez aussi par WhatsApp. Je vous envoie aussi WhatsApp pour qu'on puisse doubler. J'envoie ce prof sur WhatsApp. Même chez moi, le numéro est là au bas, dans le boîte, dans la chat. Vous ne l'avez pas sur WhatsApp? Je dis, en attendant, on double cela. Je vérifie aussi dans les emails si c'est arrivé. Oui, c'est dans le mail que j'ai envoyé. Non, ce n'est toujours pas arrivé. Renvoyez-moi aussi sur le WhatsApp. Je viens de vous poster dans le chat box. Et entre-temps, can we stop the recording, please? On peut arrêter l'enregistrement en attendant que cela arrive. Recording, please. Chers collègues, Richard, vous avez la main, vous pouvez continuer. Oui, au fait, il m'a été demandé de vous présenter un sujet intitulé Gestion de l'infodémie. Et nous avons axé cette présentation sur quelques points. C'est exactement. Infodémie, c'est quoi? Nous allons essayer de passer en revue. Quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont ses causes? Pourquoi gérer une infodémie? De quoi s'occupe l'infodémiologie? Comment gérer une infodémie? Et enfin, c'est protéger. Alors, en ce qui concerne le premier point, retenez avec moi qu'une infodémie, c'est une surabondance d'informations souvent contradictoires et inexactes qui se répand rapidement, notamment au cours des crises sanitaires. C'est-à-dire, il y a une surabondance d'informations vraies et fausses et qui surviennent souvent au cours d'une crise sanitaire. Et pour ce qui est de ses origines, c'est un néologisme qui décrit au fait cette propagation massive, incontrôlée, des vraies et fausses informations, tant sur les réseaux sociaux, donc en ligne qu'en hors ligne. Pour ce qui est des caractéristiques, nous en avons plusieurs, mais nous avons retenu 4 qui sont essentielles au travail que nous faisons. La première caractéristique, c'est la vitesse de propagation. La deuxième, c'est le volume d'information. Le troisième, c'est la fiabilité, le manque de fiabilité et enfin l'impact sur la santé publique. Nous allons nous attarder sur chacun de ces aspects pour essayer un peu de les décortiquer à votre intention. S'agissant de la vitesse de la propagation, les fausses informations se diffusent à une vitesse vertigineuse, souvent plus rapidement que les informations vérifiées. Comme l'a dit un musicien congolais de renom, je ne citerai même plus son nom, il a dit en lingala, je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas cette langue, Lokuta eyaka na ascenseur, mais vérité eyaka na escalier. C'est-à-dire, le mensonge, il va au rythme de l'ascenseur, mais la vérité finit par triompher, vient lentement. Voilà, en ce qui concerne cette première caractéristique, donc la vitesse de propagation est grande. La deuxième, c'est le volume d'information. Nous l'avons vu dans la définition. Il s'agit d'une quantité immense d'informations
et ce qui rend difficile de distinguer le vrai du faux. S'agissant de la troisième caractéristique, qui est le manque de fiabilité, les sources d'information sont multiples, variées, et leur fiabilité devient alors douteuse ou difficile à vérifier. Et en quatrième lieu, c'est l'impact sur la santé publique. L'infodémie, ici, vient inciter la population à adopter des comportements à risque, à rejeter les mesures de santé publique, ce qui fait que toutes les informations que vous allez donner à la population, elle ne va pas le recevoir comme tel et elle va plutôt se mettre à suivre les éléments qui sont propagés dans les réseaux sociaux. Quelles sont les causes? Ici, j'en ai épinglé quelques-unes. La première, c'est la prolifération des réseaux sociaux et des médias en ligne. Vous êtes sans ignorer que les nouvelles technologies de l'information et des communications se sont vite développées et ce développement a entraîné un recours massif et qui se vérifie même dans notre quotidien. Chacun de nous, pour le moment, utilise la technologie. Il est donc créateur et diffuseur en même temps, émetteur et diffuseur de l'information. Nous avons la désinformation intentionnelle, c'est qu'il y a des gens, il y a des officines qui se mettent à fabriquer de l'information fausse. Nous avons la polarisation politique et sociale. Les politiques s'en mêlent et donc ils génèrent aussi l'infodémie de cette manière. Et nous avons aussi d'autres facteurs, notamment la crise, l'incertitude et la faible littératie en santé. La crise, quand on est dans une situation de crise, quand on est dans une situation de guerre, par exemple, ou de conflit, on cherche l'information. Et l'information que l'on va avoir, elle sera incertaine. Et nous savons, avec nos populations, nous avons des populations, un taux élevé d'analphabétisme, mais aussi un alphabétisme dans le domaine de la littératie de santé, c'est-à-dire notre capacité à appréhender, à comprendre les informations de la santé. Enfin, nous avons la défiance envers les institutions et les experts. Aujourd'hui, tout le monde est devenu expert et le respect de l'autorité n'est pas vraiment l'apanage de notre société. Diapo. Pourquoi devons-nous gérer l'infodémie? Nous avons plusieurs raisons. Mais je vais m'appesantir sur cette déclaration du directeur général de l'OMS en 2020. Tedros, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous luttons aussi contre une infodémie. Les informations fausses se propagent plus vite et plus facilement que ce virus. Là, il parlait du coronavirus à l'époque. Et elles sont tout aussi dangereuses. Et pour vous en convaincre, vous avez suivi au mois d'avril, il y a eu un accident au Mozambique, un naufrage, et le naufrage a tué plus de 90 personnes. Alors que l'épidémie avait commencé au mois de décembre, jusqu'en avril, l'épidémie n'avait tué que 35 personnes, mais en un seul jour, à cause d'une rumeur qui a circulé sur la présence des cas d'une maladie dans une entité. Les gens se sont précipités dans un bateau pour fuir l'épidémie et se sont retrouvés morts dans un naufrage. Il y a également en Iran, pendant la pandémie de Covid-19, un ayatollah, c'est un chef religieux, il a ordonné à ses disciples de boire du méthanol et on a perdu 500 personnes en une journée. Ainsi donc, nous sommes d'accord avec Tedros pour dire toute intervention de santé publique sans gestion de l'infodémie est vouée à l'échec. Donc, pendant que nous allons présenter les différents axes stratégiques d'une intervention pour gérer une épidémie, une pandémie, une crise sanitaire, mettons aussi un paquet, mettons aussi des axes stratégiques pour gérer l'infodémie. Quelles sont les conséquences de l'infodémie? La conséquence majeure, c'est la faible adhésion aux interventions de santé publique. Quand il y a la confusion,
quand il y a l'incitation, quand il y a la manipulation de la population, elle adhère difficilement aux interventions de santé publique. Vous l'avez observé pendant la période de COVID-19, beaucoup de gens préféraient se terrer dans leur domicile au lieu de consulter les services de santé. Vous avez, pendant le Mpox aussi, il y a des recettes qui circulent sur les réseaux sociaux et les gens préfèrent, dans certaines conditions, prendre ces recettes et ne viennent à l'hôpital qu'après avoir ingéré parfois de recettes ou de remèdes qui sont dangereux pour leur santé. Alors, ici, nous avons l'augmentation de la morbimortalité due à la résistance à la vaccination, les retards dans la prise en charge médicale, ce qui entraîne la propagation de la maladie. Et je me rappelle ici, quand l'épidémie commençait à Kamituga, au mois de mai, j'avais lancé une alerte pour dire ça va embraser la région. J'ai donné un descriptif à partir des tendances infodémiques de ces moments-là, et en disant, il faut prendre des mesures. Si on ne prend pas de mesures, ça va vite s'étendre sur toute la région des Grands Lacs. En ce moment-là, j'estimais qu'avec mon œil d'épidémiologiste, mais aussi des gestionnaires d'infodémie, je me disais, ça allait se limiter peut-être dans cette région-là, mais aujourd'hui, c'est devenu une urgence de santé publique de portée internationale puisque ça s'est répandu au-delà de plusieurs pays. Au-delà de ça, il y a la stigmatisation. Je suis toujours sur la même diapo. La stigmatisation, la discrimination, les violences et les accidents, je l'ai dit. Quand quelqu'un est soupçonné, vous avez entendu parler du virus chinois, quand on soupçonne votre coin comme étant le coin d'où provient une maladie, là, vous êtes stigmatisé dans la communauté. Les malades, par exemple, ou les guéris d'Ebola, les guéris de toutes les maladies que nous connaissons qui peuvent laisser des stigmates sur les populations, elles sont victimes des stigmatisations, des discriminations, mais également parfois des violences et des accidents. Nous avons aussi le gaspillage des ressources. Nous avons fait des calculs récemment pour voir combien nous avons perdu dans la vaccination contre la COVID-19. Ce sont des sommes colossales qui pouvaient être utilisées dans d'autres axes de développement du pays, mais à cause de l'infodémie, nous avons été obligés de mettre au rebut des quantités importantes de vaccins. Pourquoi? Parce que la population n'en voulait pas. Nous avons enfin l'érosion permanente de la confiance dans les autorités et institutions, tant bien politiques que dans les institutions de santé. Dans les temps, toute la population s'est comportée comme un élève de l'école maternelle, comme ma grand-mère à l'époque. Si le prêtre a dit, tout le monde suivait. Si le maître dit quelque chose à l'école, la tantine a dit quelque chose, l'enfant vient vous rapporter, elle croit à ça. Si vous lui dites le contraire, il ne va pas adhérer. Mais aujourd'hui, les médecins, les professionnels de santé ont perdu leur confiance dans la communauté à cause de l'infodémie. On peut avancer? Alors, ici, c'est la partie la plus intéressante. De quoi s'occupe la gestion de l'infodémie? Aujourd'hui, l'infodémiologie est en train de prendre naissance, prendre racine, mais c'est un domaine qui s'occupe essentiellement de 8 points pour le moment. Les domaines d'intervention pourront peut-être s'ajouter, les domaines d'intérêt pourront s'ajouter avec le temps. Il y a d'autres que nous pensons même ajouter, mais retenez ceci. Le premier, c'est l'écosystème d'information. Le deuxième, c'est l'incertitude de la science. Le troisième, c'est la pénétration de messages ou la littératie. Le quatrième, c'est le vide d'information. Le cinquième, sont les rumeurs. Le sixième, c'est mésinformation. La septième, c'est la désinformation. Et enfin, nous avons la surcharge de l'information. Qu'est-ce que l'écosystème d'information? C'est tout simplement la manière dont les gens interagissent pour communiquer. Alors, dans le domaine de la santé, nous devons faire des analyses régulières pour savoir qu'est-ce qui a changé dans notre façon de communiquer. Et au cours d'une crise sanitaire, vous allez voir par
exemple, nous avions à l'époque de Covid-19 perdu deux de nos canaux principaux majeurs de communication. Les églises étaient fermées, nous avions les écoles qui étaient fermées, alors que ce sont des sources importantes d'information. Donc, si nous voulons gérer une infodémie, nous devons savoir qu'est-ce qui a été perturbé pendant la crise. Nous avons l'incertitude de la science. Un scientifique qui vous dit qu'il a des réponses à toutes les questions qui lui sont posées dans un domaine donné, quel que soit son niveau de spécialité, il est en train de dire des contre-vérités. La science a des incertitudes. Pendant que l'on gère, pendant qu'on est dans une situation d'urgence, il y a des éléments que les scientifiques ne comprennent pas encore et on doit s'assurer que l'on a des incertitudes. Et ces incertitudes ici doivent être gérées pour rassurer la population. Nous n'avons pas de réponse, mais quand nous n'avons pas de réponse, la science nous conseille de recourir aux précautions universelles en attendant que d'autres soient mises en branle. Nous avons la pénétration de messages ou la littératie. Nous avons dit c'est cette capacité d'un individu à appréhender les questions de santé, par exemple, et de les lire, mais aussi de comprendre afin de tirer des conclusions éclairées. Là aussi, nous devons y travailler. Nous avons le vide d'information. Par moment, vous posez une question à quelqu'un, il ne connaît pas, il n'a aucune information sur un domaine donné. Et là, il faut lui apporter l'information. Il a besoin de l'information. Celui qui n'a pas de littératie, il faut renforcer sa littératie. Quand il y a l'incertitude, il faut gérer cette incertitude. Nous avons les rumeurs qui sont des informations sans source claire, mais qui sont déversées dans la communauté. Et beaucoup plus dans le domaine de la santé, c'était ce que nous gérions dans le temps, c'était beaucoup plus les rumeurs. Vous avez appris pendant l'arrivée de la vaccination contre Covid-19, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais beaucoup plus de désinformation que de rumeurs. Pendant l'arrivée du vaccin contre le paludisme, une folle rumeur a circulé parce qu'il y avait un vide d'information. On n'a pas communiqué la provenance du vaccin et ça a fait que ce vide soit, comme on dit, la nature a horreur du vide. Ce vide a fait que les gens ont instillé de fausses informations sans source fiable pour dire le vaccin vient de tel endroit. De la même manière, pour ce qui concerne le Mpox, nous sommes en train d'assister aussi à des vides d'informations, à des rumeurs, à des mésinformations. La mésinformation ici, c'est une information. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Sur 5, 5 Okay. sur 5. Oui, on vous Oui, suit. nous Merci. suivons très très bien ici, oui. Oui, on vous suit. Merci. La mésinformation ici, c'est une information fausse, mais dont celui qui diffuse cette information n'a pas l'intention de nuire. Tandis que la désinformation, c'est une information fausse et celui qui la diffuse sait qu'il est en train de diffuser une information fausse et c'est dans l'intention de nuire. Nous avons la surcharge d'informations, toute cette surabondance dont nous avons parlé, ça crée de la confusion dans la communauté et chacun de ces éléments, de ces huit éléments ici, a une manière qui doit être gérée. Donc, l'écosystème d'information a sa manière. Il faut adapter la communication à l'évolution de cet écosystème. L'incertitude de la science, il faut donner l'information disponible sans promettre ce que nous n'avons pas devant nous et faire des recherches supplémentaires pour éclairer la communauté. Pénétration de messages, il faut renforcer la littératie en donnant, soit, ça c'est vraiment des questions de résilience, il faut renforcer la résilience des populations, améliorer les taux d'alphabétisme dans notre pays, mais également la sensibilisation sur les questions de santé. Les vides d'informations pour les gérer, on donne suffisamment d'informations vérifiées à la population. La gestion des rumeurs, il y a des rumeurs que l'on laisse tomber d'elles-mêmes par leur cours naturel. On sait que ça peut monter et à un certain moment, ça va baisser. Mais il y a d'autres qui nécessitent d'avoir des réponses. Et les réponses ici, nous n'allons pas attaquer la rumeur frontalement,
mais nous allons juste rétablir les faits et sans pour autant signaler, sans pour autant répéter la rumeur dans notre narratif, dans notre discours. La mésinformation, quant à elle, là, il faut juste voir quelle est l'information qui doit être donnée à la population et quand elle a la vraie information, souvent, on peut l'éteindre. Quant à la désinformation, il faut déconstruire, il faut rétablir les faits. Quels sont les faits vrais et les propager à travers les canaux de communication. Et enfin, le surcharge d'informations, c'est dire à la population, ici, il y a du vrai, il y a aussi de faux. Fiez-vous aux sources qui vous sont préconisées, c'est-à-dire les organisations de santé comme le ministère de la Santé. Nous avons les CDC, nous avons d'autres partenaires comme l'OMS, l'UNICEF qui donnent des mauvaises informations pour la santé de la population, mais également des chercheurs qui n'ont pas l'intention de détruire la communauté. Alors, il y a quelque chose que nous avons mis en bas. Aujourd'hui, c'est limité à la gestion de rumeurs, c'est vouloir s'asseoir sur un tabouret à un pied. Alors que vous avez vu, nous avons 8 pieds. Si nous nous mettons à dire nous gérons les rumeurs ou les feedbacks, c'est insuffisant. Nous devons arriver à gérer toutes les 8 composantes que je venais de présenter. Diapo. Diapo. Alors, de manière pratique, voici comment nous organisons notre intervention en matière de gestion de l'infodémie. Donc, si vous devez gérer une infodémie, vous devez mettre en place un système avec 4 éléments principaux. Le premier élément, c'est l'identification. Le deuxième élément, c'est la simplification. Le troisième élément, c'est l'amplification. Et le quatrième élément, c'est la mesure ou la quantification. Que devons-nous faire dans l'identification? Dans l'identification, nous devons faire 2 choses importantes. La première chose, nous devons faire l'analyse de l'écosystème communicationnel. Nous devons regarder dans quel environnement nous sommes en train de communiquer. Aujourd'hui, par exemple, pour le Mpox, nous savons que nous avons le background de la désinformation sur COVID-19 qui continue à exister. Il y a ce que nous appelons la désinformation, les rumeurs zombies. Donc, les gens recyclent ce qui a existé pour le VIH, ce qui a existé pour COVID-19 et remettent ça en place aujourd'hui. Nous avons des officines qui ont émergé chez nous en RDC alors que ça n'existait pas. La désinformation aujourd'hui est fabriquée par des Congolais, des Congolaises. Vous entendez quelqu'un qui n'a aucune compétence dans le domaine de la santé, mais qui se met à diffuser des choses sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez suivi sur la Mpox quelqu'un qui est en train de dire tout ça, la vaccination locale à l'époque à Mungulu Diaka. Faisons la vaccination comme à l'époque de Mungulu Diaka. Et là, il a instillé des choses dans la communauté. Donc, nous devons savoir dans quel environnement, quels sont les canaux que la population préfère. Nous avons des affiches, par exemple, mais les affiches s'adressent à quelle catégorie de population? À combien de populations ça peut arriver? Quelles sont les langues qui sont utilisées par notre population? Ça, c'est l'analyse. Et cette analyse va nous permettre de savoir, nous avons autant de médias, nous avons autant de canaux de communication que nous pouvons utiliser. Voici la fibre émotionnelle sur laquelle nous devons toucher pour concevoir des messages qui sont adaptés à notre communauté. Là, c'est la première partie de l'identification. Donc, nous faisons une analyse de l'environnement communicationnel. Il y a des outils appropriés pour cela. Nous avons l'écoute sociale. L'écoute sociale ici, c'est aller vers les communautés et prendre leurs préoccupations. Et quand nous avons leurs préoccupations, nous allons chercher à y répondre. Mais cette écoute sociale s'est faite de 2 manières. Nous avons l'écoute sociale en ligne et l'écoute sociale hors ligne. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure de capter ce que les gens sont en train de dire sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux.
sauf pour WhatsApp qui est encore difficile à crypter aujourd'hui parce que à décrypter aujourd'hui parce que c'est un réseau crypté. Mais nous pouvons utiliser de l'intelligence artificielle. Plusieurs logiciels existent, plusieurs plateformes d'analyse existent pour nous permettre de faire cette infovéance en ligne. Et là, nous allons utiliser ces outils pour capter l'information. Et quand nous avons l'information, nous saurons qu'est-ce que la population pense de l'intervention, qu'est-ce que la population pense de la maladie. Et pour votre information, chaque semaine, pendant cette épidémie, nous le faisons. Nous faisons un rapport sur l'infodémie, les tendances infodémiques sur l'impox chaque semaine afin de guider les actions de communication au niveau du pays. Mais comme vous le savez, 80% ou presque 80 ou 70% de la population congolaise n'est pas connectée sur Internet. Nous avons une frange très réduite de la population connectée à l'Internet. Il faut aller vers les communautés directement, faire des sondages, faire des focus groups, faire des interactions avec la communauté, suivre les émissions qui passent à la radio, les émissions interactives pour savoir qu'est-ce que la population est en train de dire sur un sujet. Ça, c'est la première étape qui est l'identification, qui comprend deux éléments, l'analyse de l'écosystème communicationnel et l'écoute sociale qui s'est fait en ligne et hors ligne. Le deuxième élément, comme nous avons déjà les narratifs qui circulent dans la communauté, les préoccupations de la population, nous devons faire ce qu'on appelle la simplification. Et dans la simplification, nous faisons quoi? Nous cherchons justement à comprendre ces préoccupations des populations. Nous allons chercher la réponse. Et la réponse se trouve, elle est parfois disponible, parfois elle n'est pas disponible. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle la vérification des faits ou le fact-checking, qui est une technique journalistique trop vieille, mais qui nous a beaucoup aidé pendant cette période de pandémie de COVID-19. Donc, ici, nous allons simplifier, rechercher les réponses, nous allons vérifier les faits et nous allons faire en sorte qu'en tenant compte de notre écosystème de la communication, nous puissions adapter les réponses à notre groupe cible. Ça peut être la traduction de ces messages dans un langage simple. Ça peut être, c'est là qu'on utilise la co-création pour créer le message adapté aux besoins de la population. La co-création, c'est-à-dire co-création centrée sur l'humain, nous allons appeler les populations, nous allons discuter avec elles et en discutant avec elles, elles vont nous dire, voici, nous voulons tel message, nous voulons utiliser tel canal de communication et nous allons l'utiliser, ça va nous donner les réponses escomptées. Là, je donne un exemple. Nous étions au Congo central pour tester les outils de communication, les supports de communication pour l'introduction du vaccin contre contre le paludisme. Qu'avons-nous remarqué? Nous avons présenté une image à la population. Et nous avons dit, c'est un papa, quand nous avions conçu en commission à Kinshasa, nous avons dit, ça c'est un papa qui accompagne sa femme à la vaccination avec l'enfant. Mais les gens nous ont dit, mais ça c'est rare chez nous. Les papas n'accompagnent la maman et l'enfant à la vaccination que quand l'enfant est gravement malade. Donc là, vous êtes en train de nous montrer une image d'un parent, d'un papa qui a accepté d'accompagner sa femme et son enfant à l'hôpital parce qu'ils sont gravement malades. Ça nous a révélé des choses. Il y a des déficits en termes de compréhension de rôle dans la communauté, les genres, mais également, c'est que notre message n'est pas adapté à notre environnement et donc il fallait simplifier ça de manière à ce que ça puisse répondre aux préoccupations identifiées. Donc, c'est ici qu'on élabore les messages, on élabore les supports de communication pour pouvoir les utiliser et répondre aux préoccupations des populations. Alors, chez nous, quand nous faisons l'analyse,
les mobilisateurs, les relais. Pour ce qui concerne la COVID-19, le monkeypox, par exemple, nous avons utilisé une taxonomie qui est utilisée par l'OMS pour classer les différentes préoccupations de population. Et nous avons trouvé que ça s'est regroupé sous 5 thématiques. La première, c'est la cause de la maladie qui préoccupe les gens. Les gens disent que c'est la théorie des complots. Les populations pensent que la maladie est une arme biologique, une invention de laboratoire pour exterminer les Noirs. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est en ce qui concerne la cause de la maladie. Deuxième, beaucoup de gens refusent l'existence de la maladie. Il y a la confusion avec d'autres maladies de la peau, comme la varicelle. Chez nous, au sud Kivu, là-bas et au nord Kivu, on a parlé des Eleki, une certaine maladie qu'on appelle Eleki. Au nord Kivu, on a parlé des Shishikara, une autre maladie. Et il faut être à l'écoute pour savoir ce que la population est en train de dire. Sinon, vous allez juste à côté, vous allez taper à côté. Pour ce qui concerne les traitements, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, des recettes qui étaient supposées soigner la maladie. Nous avions également l'appel au refus des vaccins et à éviter de fréquenter les structures de santé, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Quand quelqu'un refuse d'aller au centre de santé, il ne sait pas comment il va respecter les précautions pour ne pas contaminer les membres de son entourage. Donc, il présente un grand risque de transmission de la maladie, mais également de l'aggravation de sa situation, et on va vous l'amener dans la structure de santé quand c'est une personne dont le pronostic vital est peut-être engagé. Nous avons les interventions. Que disent les gens sur les interventions que nous menons, que le gouvernement congolais et les autres partenaires mènent? Les gens ils disent non, c'est pour... les gens vont s'enrichir, ils vont détourner les fonds. Ça, c'est une autre préoccupation. Donc, nous devons avoir des notions de redevabilité, de gestion rationnelle et transparente des ressources qui sont mises à notre disposition pour que la population soit rassurée de ce que nous faisons. Enfin, les populations estiment que la sensibilisation autour de la maladie est encore faible. Ça, c'est un feedback. Nous l'avons capté aussi en secteur d'information. Donc, si nous faisons une analyse de la situation infodémique dans une entité sur une maladie donnée, nous pouvons nous servir de ces cadres, de cette matrice ici, juste pour classer d'abord les thématiques. Et nous allons nous retrouver que beaucoup de nos thématiques rentrent ici, bien que pour COVID-19, il y avait d'autres. Par exemple, il y avait les questions de foi, de religion, mais ici aussi, il peut y en avoir, mais il y a toujours moyen de les caser dans cette taxonomie que je pourrais rendre disponible à la fin, donc la notice et d'autres informations pour que vous puissiez les avoir. Les types de mésinformations et de désinformations, nous avons les satures. Ici, on n'a pas l'intention de nuire, mais un potentiel trompeur est dans le message. Contenu trompeur, nous avons dit, la désinformation, on a l'intention de tromper. Nous pouvons avoir des contenus falsifiés, une source fiable, mais qui a été falsifiée. Nous avons le contenu contrefait. On a un message, mais le message a été contrefait. Nous avons les fausses connexions, des conclusions qui sont hâtivement tirées pour induire la population en erreur. Nous avons des messages qui ne sont pas dans leur contexte. On les a juste déplacés de leur contexte. Et comme on a l'habitude de le dire, texte sans contexte, c'est un prétexte. Donc, vous êtes dans ce champ-là. Nous avons des contenus manipulés aussi. Ça peut toujours arriver dans notre société. On peut avancer? Alors là, il y a une matrice de gestion de la désinformation. Elle a été proposée par l'UNICEF et est utilisée. Donc ici, nous avons les indicateurs qui peuvent être suivis quand on analyse les désinformations, les rumeurs et autres.
nous avons les indicateurs, nous avons leur niveau des risques. Donc, en horizontal, nous avons les niveaux des risques, tandis qu'en vertical, nous avons les indicateurs. Nous avons, par exemple, pour ce qui concerne la vaccination, comme indicateur, les risques d'hésitation et de demande de vaccin. Nous pouvons voir est-ce que les risques, une rumeur, une désinformation qui l'invite d'information, qu'est-ce qui l'induit? Est-ce que c'est un faible risque pour la demande de vaccin? Est-ce que c'est un risque de rejet? Est-ce que c'est un risque qui va mener vraiment à un rejet total de la vaccination? Et nous allons classer ça de cette manière-là. On peut mesurer aussi la portée de la désinformation, la viralité. Est-ce que dans combien de groupes WhatsApp ça circule? Combien de mentions nous avons de cette désinformation sur les réseaux sociaux? Combien de feedback communautaire nous avons par rapport à cette question-là? La probabilité de propagation ou d'escalade du problème, tout ça, il faut mesurer. La capacité de réponse, est-ce que nous avons des capacités pour répondre à cette rumeur ou à cette préoccupation de la population? La confiance du public, est-ce que les gens ont confiance? Est-ce que ça ne va pas éroder la confiance? Et enfin, la réponse, est-ce que nous devons pré-démystifier? Est-ce que nous devons démystifier? Tout ça, ça nous aide dans la gestion de l'infodémie. Le temps ne nous permettra pas de décortiquer chaque élément en détail, mais vous aurez peut-être la possibilité, ou on aura encore des possibilités d'interagir pour plus d'informations. Alors, comment nous pouvons nous protéger de fake news? Nous devons nous méfier de gros titres de bouche à l'oreille d'abord. L'information, telle a dit, mais la source n'est pas connue. Nous devons regarder au-delà du titre. Parfois, il y a des contenus. On vous propose un texte, mais qui a un contenu creux ou qui a un contenu trompeur. Nous devons identifier la source de l'information. Si la source est fiable, alors nous allons nous y fier. Sinon, nous allons la rejeter. Méfiez-vous des arguments d'autorité. Ici, chez nous, dans nos milieux ruraux surtout, quand quelqu'un vient avec une information, il est d'une autre couleur que la nôtre. Quand on dit non, il est tel, il a un grand titre, les gens croient facilement à ce qu'il donne comme information. Nous devons gérer tout ça. Ne pas partager parce qu'on vous le demande. On vous dit de partager, mais vous n'êtes pas obligé de partager, surtout si vous n'avez pas la source, si vous n'êtes pas sûr de l'information que vous avez entre vos mains. Écoutez vos émotions. Là aussi, ça peut être une manière d'être vulnérable à l'infodémie. Nous devons lire les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent? Parce que parfois, dans les commentaires, on peut avoir un scientifique qui a vu quelque chose sur qui de mauvais et qui prend une source fiable et qui colle ça dans les commentaires. Et vous suivez les liens, vous allez trouver qu'il y a une information vraie à l'intérieur. Nous devons remonter à la source pour voir si l'information est fiable. Nous devons croiser plusieurs sources. Nous ne devons pas nous contenter d'une seule source. Et enfin, nous devons questionner les spécialistes. Chaque domaine a des spécialistes. S'il s'agit d'une maladie, les médecins, l'infirmier, les professionnels de santé publique, ils sont là pour éclairer notre lanterne quant à la question. Mais il y a également d'autres questions où il faut aller vers des spécialistes. Hein, on a parlé de la transfusion du sang et COVID-19 ou quelqu'un qui recevait le vaccin, je ne sais pas, il ne pouvait pas donner le sang. Là, il y a des spécialistes de ces domaines, les hématologues, ils sont là pour nous aider, les spécialistes de la transfusion, ils sont là pour nous aider à comprendre et à éclairer la communauté par rapport à ces préoccupations. Alors, nous-mêmes devons éviter de partager les fake news en vérifiant toujours la source. Ne partagez que quand vous êtes sûr que l'information est vraie, vérifiable et qu'elle aide à édifier la communauté. Alors, je vais terminer ici par un mot en disant, quand il y a une désinformation, quand il y a une mésinformation, quand il y a un vide d'information sur laquelle vous tombez, ce que vous devez faire,
vous devez éviter d'être un maillon de la chaîne. Nous connaissons tous une chaîne, ceux qui ont conduit le vélo comme moi, ils savent qu'il y a des chaînons, et ces chaînons, s'il y a un qui se détache, le vélo ne va plus marcher. La désinformation ne peut pas, l'infodémie ne peut pas marcher, ne peut pas se propager si il y a quelqu'un qui a refusé d'y prêter main forte. Donc, ne servons pas de pont, de canaux de transmission, de courroie de transmission à la désinformation. Soyons aux aguets. Et de la même manière que dans le domaine de l'épidémiologie, nous faisons ce qu'on appelle le cordon sanitaire, nous devons faire les cordons de l'information ici. Nous devons mettre un cordon entre les fausses informations et la population. Comment? Nous devons renforcer la résilience de notre population à l'infodémie à travers des actions que nous venions de décrire. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour ce soir. Il y a des modèles de bulletins de gestion de l'infodémie, il y a quelques outils, il y a aussi en plus une petite formation de 4 heures de temps que chacun de nous peut suivre pour obtenir un petit brevet. Ça va peut-être éclaircir davantage les questions, mais nous sommes également disponibles pour répondre à certaines préoccupations ici, mais également en ligne ou d'autres occasions, nous pourrons toujours y répondre. Je vous remercie pour votre attention. Allô? Merci beaucoup, cher collègue Richard. C'est impeccable. Là où j'étais, j'avais l'intention d'applaudir. Je vous le dis très sincèrement, une intervention incroyablement riche et nous vous disons grand merci pour donc cette présentation. Chers collègues, nous rappelons que dans la boîte à conversation, nous pouvons poster nos questions. À main levée, nous pouvons en recevoir et nous avons déjà quelques questions qui nous sont mises dans la boîte à conversation, quelques interventions. Nous allons essayer de les apporter, de les amener à votre attention. Alors, on dit, est-ce possible d'avoir le module? Bien sûr que nous allons partager, mais également, le collègue Richard vient de dire très ouvertement qu'il y a des petites formations en ligne que nous pouvons suivre, qui nous permettraient de pouvoir nous aguerrir. Et aussi, il a une ligne ouverte pour nous afin de pouvoir nous aider pour pouvoir avancer. Je crois que cela servirait ainsi donc pour pouvoir soutenir donc cette démarche de pouvoir bloquer et détacher donc les maillons qui sont faibles de l'information ou dans la chaîne de transmission de l'information et renforcer celles-là qui sont bonnes pour améliorer les canaux. Chers collègues, vous vous présenterez aussi lorsque vous allez recevoir l'autorisation de pouvoir vous exprimer, nous dire vous nous appelez d'où et oser donc votre préoccupation. Alors, il y a, je ne sais pas si je dois lire Ainsi ou bien c'est Ainsi Mouchagalouche. Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous exprimer. À vous. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est docteur Ainsi Mouchagalouche, comme vous l'avez bien dit. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Ça nous édifie davantage dans notre métier de chaque jour. En fait, j'avais une préoccupation par rapport à ce qui concerne l'infodémie. Je ne sais pas, tellement que son importance est très capitale dans la gestion des épidémies ou bien des pandémies, si on parvient bien à maîtriser cette question. Je ne sais pas s'il y a des mesures coercitives ou bien des sanctions qui sont prévues. Je ne sais pas à quel niveau. Est-ce qu'au niveau, s'il y a une loi ou bien des sanctions, genre, pour essayer un peu de limiter ces genres de dérapage en question. C'était ça ma question par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. J'attends un peu un éclaircissement par rapport à ça. Merci. Cher collègue Bahissire, vous avez la parole. Je peux répondre? Allez-y, s'il vous plaît. Ou on prend une série de questions et on répond à la fin.
Allez-y, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à celle-là et puis nous allons continuer pour le reste. OK, merci. J'ai dit que ça dépend des législations de chaque pays, mais il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Par exemple, toutes les grandes plateformes comme Google, comme X, comme Facebook et les autres ont des politiques. Et dans ces politiques-là, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres acteurs les ont réunis pour essayer de limiter les algorithmes qui propageaient la fausse information. C'est pourquoi, même sur votre téléphone, vous pouvez partager une information, mais à un certain nombre de fois, on va vous dire non, vous n'êtes plus autorisé à partager cette information-là. Donc, il y a certains algorithmes qui sont mis en place pour protéger, mais également dans notre pays, il existe un dispositif, c'est-à-dire la loi sur les numériques en RDC prévoit des sanctions pour la diffusion de faux bruits. Mais nous sommes dans le domaine de la santé publique. Ici, dans le domaine de la santé publique, nous utilisons beaucoup plus le consentement des personnes. Nous touchons ce qui est sensible chez la personne pour agir. Parce que beaucoup de mesures de santé publique entrent en contradiction avec les libertés fondamentales de l'homme parfois. Je peux vous dire, par exemple, pendant le confinement, c'était une violation de liberté de mouvement de gens. Mais vous avez vu comment cette mesure a été critiquée et elle n'a pas duré longtemps. Donc, nous voulons agir sur les changements de comportement de la population. Nous voulons que la population, parce que si on n'est pas aussi exposé d'une certaine manière à l'infodémie, on est plus vulnérable. C'est comme un enfant non vacciné dans un milieu. Mais si vous êtes exposé à la fois à la vraie information, à la fausse information, et qu'il y a des mécanismes pour vous aider à canaliser, donc nous devons être là pour éclairer les gens, pour diffuser les vraies informations, nous assurer que la vraie information est disponible et arrive. Mais sinon, il y a des mesures légales, mais nous, en ce qui nous concerne, nous préférons, dans la gestion de l'infodémie, utiliser la persuasion. Nous pensons que l'être humain peut changer de comportement, même si le processus, il est long, mais il peut aboutir à donner de bons résultats. Que de sanctionner. Merci beaucoup, chers collègues. Très rapidement, deux questions viennent pour vous. Vous pouvez les prendre donc à la fois. Pouvez-vous faire la différence, de nouveau, donc répéter la différence entre désinformation et mésinformation? C'est la première. La deuxième, c'est quoi une intoxication dans la communication? Et la troisième, est-ce que cela vous va? On en rajoute? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, est-ce une désinformation peut devenir information après vérification? Et quelle attitude adopter et comment éviter que cela parvienne en vue de prévenir efficacement les conséquences y afférentes? Elle est un peu longue, je vous la reprends. Est-ce une désinformation peut devenir information après vérification? Et dans le cas où une désinformation devient une information après vérification, quelle attitude adopter et comment éviter que cela parvienne en vue de prévenir efficacement les conséquences y afférentes? Voilà la série que nous vous posons à vous. Merci beaucoup, chers collègues, pour l'intérêt que vous portez à notre... la différence entre la désinformation et la mésinformation. La désinformation, c'est une information fausse diffusée dans l'intention de nuire. Une information fausse diffusée dans l'intention de nuire. Tandis que la mésinformation, c'est une information fausse, mais diffusée sans intention de nuire. Donc, ce qui est à la base de la différence, c'est l'intention de l'individu qui diffuse l'information. C'est-à-dire la désinformation,
je le répète, c'est une information fausse diffusée dans l'intention de nuire, tandis que la mésinformation est diffusée, c'est une fausse information, mais diffusée sans intention de nuire. Alors, deuxième question, c'est qui concerne l'intoxication. L'intox, c'est comme l'intoxication alimentaire, au fait. C'est l'ingestion d'un produit qui n'est pas propre à la consommation humaine. Ici, c'est qu'on a manipulé une information dans le domaine de l'information. On a manipulé une information et on l'injecte dans la dans la communauté, parce qu'on appelle l'inoculation sociale. Il y a plusieurs techniques pour inoculer une information. La même technique pour injecter quelqu'un peut être utilisée pour injecter un bon produit ou un mauvais produit, et la population va finir par ingérer ces produits-là. Donc, l'intoxication ici, c'est cette introduction d'une information que nous savons fausse, mais que nous introduisons dans la communauté. Enfin, est-ce qu'une désinformation peut devenir une information? Nous avons dit, d'abord, c'est une information fausse. C'est une information, mais elle est fausse. Mais la différence entre ce qui ne peut pas se passer, ça ne peut pas se transformer en vraie information. Pourquoi ça ne peut pas se transformer en vraie information? Simplement parce qu'il y a un principe simple, c'est le principe du tiers exclu. Et le principe du tiers exclu veut qu'il n'y a pas de juste milieu entre le vrai et le faux. Soit nous sommes du côté du vrai, soit nous sommes du côté du faux. Cependant, je veux mettre une nuance, parce que les nuances font la beauté de la science. Je veux mettre une nuance. S'il s'agit par exemple d'une incertitude de la science, elle, évolue. On peut avoir des faits arrêtés aujourd'hui, mais demain, on va avoir avec des recherches, on dit, nous avons quitté tel stade, nous sommes à tel stade, donc c'est en quoi vous croyez dans le temps n'était pas vrai. Voilà un peu. Là, ça peut évoluer. C'est l'incertitude de la science, ce n'est pas la désinformation. La désinformation, l'intention de celui qui diffuse fait en sorte que ça ne peut pas aboutir. Donc, quand nous prenons aussi la parole en tant que scientifiques, nous devons nous arranger pour que nous puissions très bien gérer l'incertitude de la science. Les controverses scientifiques, nous devons nous réserver si nous n'avons pas suffisamment de réponses. C'est ça la manière de gérer cette situation-là. Merci beaucoup pour cette réponse ô combien intéressante. Et avant de rentrer aux mains levées, une dernière question dans le chat box. Y a-t-il une différence entre l'infodémie et la mésinformation? À vous, s'il vous plaît, cher collègue Vaïtire. Oui, tout naturellement. Il y a une différence. Nous avons dit l'infodémie, c'est une surabondance d'informations vraies et fausses. Nous pouvons comprendre facilement que en rentrant même là où nous avons été, on a appris ce qu'on appelle l'ensemble d'éléments. Nous pouvons comprendre facilement, aisément que l'infodémie, c'est l'ensemble. Et ici, la mésinformation, c'est un élément de l'infodémie. Nous avons présenté les 8 composantes dont s'occupe l'infodémiologie, parmi lesquelles il y a la mésinformation, la désinformation. Donc, c'est un tout. L'infodémie, c'est un tout. Et dans ce tout-là, on retrouve la mésinformation. Merci beaucoup. Alors, aux mains levées, nous donnons la parole à Papi Chentwali qui nous dira aussi nos appels d'où. Et puis, ça sera Ibrahima Kouma qui nous dira aussi également, il nous appelle d'où. Alors, chers collègues, Papi Chentwali, voudriez-vous bien ouvrir votre micro et vous exprimer? Ok, merci pour la parole. Moi, je vous appelle de Bukavu. Merci beaucoup, notre cher docteur Richard, pour cette présentation ô combien brillante.
Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus par rapport à cette présentation. Je voulais revenir sur un milieu, un contexte comme le nôtre ici, qui est dominé par l'infodémie, comme vous dites là. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la période de la lutte contre la COVID-19 et puis actuellement les mpox. Alors, quel est le risque pour une alerte? Parce que tous les concepts dont vous avez parlé, vous avez parlé des rumeurs, n'est-ce pas, infodémie, désinformation, mésinformation. Et dans notre contexte ici, quel est le risque pour une vraie alerte? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Mes chers collègues Bahizire, est-ce que la question, vous l'avez en ses contours? Bon, je sais que c'est un enseignant qui parle, c'est mon enseignant. Je le salue en passant. Vraie alerte, quel est le risque? Je n'ai pas vraiment très bien cerné la préoccupation. S'il peut être plus explicite, s'il vous plaît. Bonjour, cher docteur Chab. C'est-à-dire, pour notre milieu ici, qui est inondé par des informations multiples, là, des mésinformations, là, n'est-ce pas? Il y a le risque qu'une alerte puisse arriver et puis on puisse mettre tout dans les paniers, n'est-ce pas, de l'infodémie. Et pourtant, l'alerte est vraie, que telle situation, un problème de santé quelconque, est là et qui doit être cerné, bien exploré afin de trouver une solution. Alors, je me dis, nous risquons dans notre contexte ici où il y a beaucoup plus de rumeurs, de désinformations, passer à côté et un problème de santé prendre de l'ampleur et même, n'est-ce pas, avoir des conséquences sur la communauté. Comment est-ce que, dans ces contextes-là, est-ce qu'il y a des rôles, des gens qui doivent nous aider? Parce que, notamment, on peut dire les pouvoirs publics pourraient nous aider, ainsi de suite. Et cet aspect-là n'a pas été beaucoup plus développé. Quel est votre avis pour cette réflexion-là? Merci. Merci. Là, j'ai cerné les nœuds de la question. Et la réponse se trouve dans la surveillance épidémiologique. Dans la surveillance épidémiologique, toute alerte doit faire l'objet d'une investigation pour confirmer ou infirmer l'information. Et quand on infirme, on doit donner à la population l'information pour dire non, c'était une rumeur qui a couru, mais ce n'était pas vraiment un problème. Et si ça s'avérait que c'était un cas de maladie, on doit prendre toutes les mesures après investigation pour savoir c'était quoi et quelles sont les mesures, les mécanismes que l'on puisse mettre en œuvre pour gérer la question, non seulement sur le plan épidémique, mais aussi épidémiologique, mais aussi sur le plan de l'infodémiologie. Donc, il faut être attentif, il faut avoir un système, que ce soit un système de surveillance, que ce soit les systèmes de gestion de l'infodémie, nous devons avoir un système qui est sensible. C'est une des grandes qualités d'un système de surveillance, parce que nous avons la surveillance épidémiologique qui doit s'occuper de tout cas d'alerte. Mais également, pour ce qui concerne l'infodémie, les informations issues de cette source aussi doivent alimenter la surveillance épidémiologique et ce n'est qu'après avoir fait les investigations que l'on va nous avertir avec. Donc, il ne faut pas attendre que ça puisse dégénérer dans la communauté. Dès l'alerte, les services doivent être à l'affût pour s'assurer il s'agit de quoi? Investiguer. L'investigation, investiguer si c'est dans une aire de santé, une zone de santé, faire l'investigation, rassurer la population, communiquer avec la population. S'il y a des mesures à prendre déjà, il faut les prendre quand il s'agit d'une maladie. Je me rappelle que
par exemple, pour le Mpox, c'est à Kamituga que ça a commencé beaucoup plus et les gens n'ont pas trop pris au sérieux les alertes qui ont été données. Malheureusement, ça a dégénéré et nous en sommes là où nous en sommes. Je crois que votre question vaut son pesant d'or. Et comme nous l'avons dit, l'infodémiologie est une discipline naissante qui est en train de se constituer. On peut toujours épiloguer autour de cette question-là et voir quelles sont les réflexions autour. Mais je sais que on doit avoir un système de surveillance très sensible, que ce soit sur le plan de l'infodémiologie, que ce soit sur le plan de l'épidémiologie, afin de répondre rapidement à ce qui s'est posé. Merci beaucoup, cher collègue Baïzire. Je ne sais pas si je suis bien audible. Je vois que votre connexion a flanché un tout petit peu. Il nous reste très peu de temps, beaucoup d'interventions, des mains levées. Nous allons essayer de pouvoir réduire. Juste pour ajouter à ce que vous venez de dire, vous avez parlé d'un système établi et ce système-là devra être comme un filet avec des cordes principales, des ficelles secondaires, tout en intégrant également les leaders d'opinion, les leaders de communauté pour permettre à ce que, parce que ce sont ces choses qui permettent à ce que, quand il y a une information qui est fausse, les responsables, les leaders de communauté qui sont entendus, qui sont acceptés, qui sont là-bas, peuvent bien faire la remontée d'informations. Et donc, dans cette investigation d'une alerte, permet de pouvoir gagner. Donc, le filet grand dont vous parlez a des cordes principales et puis des fils secondaires qui permettent à ce que quand on jette un filet, on sait bien retirer du bon et rejeter ce qui est mauvais. Et cela donc permet de pouvoir avancer. Très rapidement, cher collègue Ibrahima Kouma, à vous la parole et nous allons aller très vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Ok, merci vraiment au présentateur pour sa brillante présentation. Je profite pour saluer tout le monde. Je me nomme Ibrahim Akouma, paraprofessionnel vétérinaire en Côte d'Ivoire. Ce thème est très très intéressant parce que si j'ai levé ma main, je me rappelle très bien, pendant Covid, malheureusement, nous avons vu certaines personnes professionnelles de la santé présenter les tests, les tests TDR utilisés pour le dépistage de Covid, comme si ça venait déjà positif et que l'Europe tentait forcément de justifier qu'il y avait assez de positifs en Côte d'Ivoire. Même si nous utilisons le Coca-Cola, sur le test, ça devenait positif. Vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais cette science vraiment doit être beaucoup être prise au sérieux en Afrique. Parce que quand elle est alimentée par les professionnels de la santé, c'est là que tout va très vite. Malheureusement, ceux qui doivent vraiment combattre essaient d'alimenter. Mais la question que je pose à travers ça, au cas où nous sommes dans une communauté ou bien dans une cité où certains professionnels de la santé essaient d'alimenter, soit ils sont l'auteur, soit ils sont les vecteurs des fausses informations liées à une maladie. Mais quelle stratégie quelle stratégie nous pouvons utiliser afin vraiment d'éteindre, je dirais, cette fausse information? Merci. Allez-y, chers collègues, vous pouvez prendre les questions directement après que l'intervenant a fait pour en gagner du temps. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est comme il l'a dit, c'est une discipline importante et elle est en train de s'enraciner dans notre société petit à petit. Nous voulons que d'autres personnes adhèrent à ça et que nous puissions avancer avec. Mais s'il s'agit des professionnels de santé, il y a des mesures. Il y a des mesures et ces mesures sont d'ordre préventif. D'abord, j'ai parlé de la littératie de la santé. On a trouvé qu'en dépit de leur grande littératie en santé,
les professionnels de santé sont aussi tombés dans le piège de l'infodémie, malheureusement. Ce qu'il faut faire, c'est que je donne l'exemple de la COVID-19, comment nous avons géré la crise de COVID-19 en RDC. Nous avons utilisé ce que l'on appelle les panels avec les professionnels de santé. Nous avons rencontré les ordres professionnels, ordre des médecins, ordre des infirmiers, les syndicats, la FEC et tout ce monde-là, surtout les sociétés savantes. Nous sommes allés vers ces ordres, nous avons sensibilisé les responsables. Et sensibiliser les responsables, c'est mettre à leur disposition l'information vérifiée pour que ces responsables-là, pour que ces responsables nous aident à amplifier l'information vraie, mais également à gérer les cas qui se présenteraient dans leur structure. Et ces responsables ont fait un grand travail, un travail de titan parce qu'ils ont convaincu certains professionnels de santé qui étaient réfractaires à la vaccination à travers les forums qu'ils ont organisés. Dans chaque réunion de staff, on pouvait avoir une discussion sur une thématique bien précise liée à l'infodémie qui circulait à cette époque et souvent en faisant recours aussi au personnel, aux personnalités emblématiques de notre science, ils ont aidé, n'est-ce pas, à dissiper les doutes des autres professionnels de santé. Et nous avons quitté des 0,4. En très peu de temps, nous avions déjà atteint au-delà de 20% de couverture vaccinale pour les professionnels de santé en RDC. Donc, tout est possible si on y va avec des arguments. Les scientifiques sont faciles à comprendre quand on a des arguments scientifiques. Aujourd'hui, par exemple, il y a une étude qui vient d'être publiée sur le Lancet, je l'ai lu hier, sur le Lancet, et qui a montré combien de vies ont été sauvées par la vaccination contre la COVID-19 en Europe. Une telle étude, j'ai vu quelqu'un réagir dans un groupe, mais on n'est pas dans la COVID, on est dans le paludisme, on est dans le Mpox. Mais de telles études, ce sont des évidences dont nous devons nous servir pour convaincre la communauté scientifique à adhérer aux actions de santé publique. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez quelques dernières questions, mais avant qu'on prenne les questions dans le chat box, nous allons donner la parole à notre collègue Souad Yahyaoui. À vous, s'il vous plaît. Bonjour et merci pour cette séance qui est très pertinente. J'ai voulu tout juste faire une intervention. Je ne sais pas est-ce que ça a été dit ou non parce que j'ai eu plusieurs coupures d'Internet, mais j'ai entendu parler comment lutter contre l'infodémie. Ils ont dit qu'il faut sanctionner. Non, sanctionner, ce n'est pas une solution parce que la désinformation, la mésinformation circule. Surtout, on a les réseaux sociaux qu'on ne peut pas les contrôler. Donc, pour lutter contre la désinformation, désinformation, mésinformation, surtout en cas d'épidémie, il faut désigner un seul rapporteur qui va diffuser les données de cette épidémie ou bien utiliser un texte unique qui est partagé par toutes les cellules de veille qui vont, eux, donc, être officiels. Et dans ce cas-là, le public va avoir l'information officielle seulement via ces cellules de veille ou bien les rapporteurs. Et pour les autres informations qui circulent, restent toujours des désinformations et des mésinformations. Voilà. Merci beaucoup pour cette mise. À rajouter aussi, chers collègues, Swat, c'est que comme personnel de santé, nous avons signé un contrat avec nos organisations pour lesquelles nous travaillons. Si nous sommes du gouvernement, si nous sommes du privé, mais également il existe un code d'éthique qu'il faut suivre. Ça veut dire qu'en dehors de tout ce que vous avez dit qui est tout à fait bien, il est très important que les gens puissent se plier à la signature, au terme de signature de leur contrat et de leur engagement. Et cela s'amène aussi avec évidemment des sanctions pour là où c'est nécessaire parce que ça aiderait beaucoup à pouvoir retourner les gens à l'ordre de leur propre contrat. Alors, chers collègues Richard, voici 3 dernières questions pour vous et
La première, c'est que quelles sont les conditions pour pouvoir participer à la formation sur l'infodémie de 4 heures? Et idéalement, si vous pouvez dire sur quelle plateforme est-ce que les collègues, où nous pouvons la retrouver. Ça, c'est la première question. La deuxième, quelle stratégie ou quelle approche avoir pour corriger une information donnée par une autorité de haut niveau qui s'avère être fausse par la suite dans le contexte épidémique. Donc, si une autorité, quelqu'un de haut placé, passe une information fausse, quelle stratégie ou quelle approche allons-nous prendre pour pouvoir corriger cela? La question suivante dit comment stratifier le niveau de distillation de l'information dans la population. Alors, j'aimerais bien rappeler à tout un chacun d'entre nous qu'il existe un formulaire ou un lien d'évaluation de cette session qui se trouve dans la boîte à conversation. Chacun d'entre nous est prié de pouvoir le remplir avant que nous puissions terminer cette session et idéalement avant de passer la parole au professeur Ali Boulaboula. Dernière question, cher collègue Richard, quelles sont les initiatives mises en place contre la désinformation? Donc, pour pouvoir lutter contre la désinformation, quelles sont les initiatives mises en place? C'est sûr que vous en avez déjà évoqué plusieurs. S'il y a quelque chose d'assez rapide que vous pouvez rajouter, tant mieux. À vous. Merci beaucoup. La plateforme, c'est la plateforme de OMS, qu'on appelle OpenWho. Sur cette plateforme, il y a des centaines et des centaines de cours en accès libre. On peut facilement y accéder. Je vais insister sur quelque chose de très important. Nous ne luttons pas contre l'infodémie. Nous gérons l'infodémie. Pourquoi? Parce qu'il y a un flux d'informations qui contient du vrai. Là, nous devons amplifier. C'est le faux qui est dans ce flux-là que nous cherchons à juguler, à pouvoir étouffer. Mais le vrai, nous devons vraiment agir là-dessus de manière à pouvoir l'amplifier. Et donc, par rapport aux fausses informations distillées par une autorité, si c'est une autorité publique et que vous êtes en charge de la gestion de la situation, vous pouvez aller rencontrer l'autorité d'abord, discuter avec elle de manière trop calme, vous montrer ce qu'il y a comme évidence, vous discutez même avec le président de la République, même avec d'autres personnes. On discute toujours. J'ai vu des délégations aller voir les autorités, les grandes autorités de ces pays pendant la période de Covid-19 et les entretiens ont été très... Ça a même amené certaines autorités à se faire vacciner en public alors que leurs déclarations étaient contraires à cette attitude. Deuxième chose, quand il s'agit d'une information, par exemple, diffusée par une autorité, parce qu'il y a des personnes qui sont revêtues aussi d'autorité scientifique et qui parlent des questions de santé, là aussi, il n'est pas nécessaire de toujours répondre en montrant qu'on est en train de répondre contre cette personne. Mais ce sont les arguments que nous devons présenter. Nous devons cesser de nous attaquer à la personne. Donc, notre ligne de fond doit être rangée sur attaquer les faits avec des arguments que nous avons et non nous attaquer à la personne. Parce que si nous nous attaquons à la personne, ça va beaucoup plus attirer la fibre émotionnelle, ça va polariser la société et ça va être difficile à gérer par la suite. Alors, il y a des déclarations des autorités qui ont accepté de se réduire. Il y a des autorités qui, après avoir été convaincues, ont accepté de se réduire, donc de se dédire plutôt. Et ils ont à la population. Donc, tout est possible, mais l'essentiel, c'est que nous puissions, est-ce que nous avons rendu disponible l'information auprès des autorités? C'est pourquoi quand il y a une crise sanitaire, la première chose que nous faisons, nous allons vers les autorités pour faire un plaidoyer, pour leur dire c'est quoi les problèmes qui se posent et comment gérer les problèmes qui se posent en ce moment-là.
Et quand elles ont toute l'information sur ce qu'elles doivent faire, souvent, elles s'alignent. Et les autorités les plus avisées ont des conseillers. Et le conseiller, il va finalement donner des pistes en se servant d'autres spécialistes parce qu'il ne doit pas se limiter à ce conseiller politique ou autre. Il y a d'autres spécialistes à qui ils doivent faire appel pour gérer la question. Surtout que la prise de parole d'une autorité, c'est pas comme la prise de parole, ça peut entraîner plusieurs personnes vers la désinformation et ce qui n'est pas tout à fait normal. L'autorité a l'obligation de protéger sa population. Donc, on agit beaucoup plus sur la fibre de la redevabilité, de sa responsabilité. On lui montre souvent les autorités, elles sont flexibles s'il y a des scientifiques qui leur présentent des arguments. Par exemple, en RDC, nous avons un groupe qu'on appelle les GTCV et dans tout le pays, les groupes consultatifs techniques, le groupe technique consultatif sur le vaccin, c'est constitué de scientifiques. Quand il y a quelqu'un qui prend une prise de position, une autorité publique qui prend une prise de position, qui prend position sur des questions de vaccination, c'est ce groupe-là qui est utilisé pour aller discuter, demander une audience officielle et voir l'autorité pour lui expliquer en se servant des évidences scientifiques. Merci beaucoup, Est-ce que chers collègues. Merci beaucoup, chers collègues. Oui, il y avait la dernière. Quelles sont les initiatives mises en place pour lutter contre la désinformation? Vous en avez énuméré plusieurs, notamment même la toute récente. Y a-t-il quelque chose de nouveau à rajouter? Bon, il y a plusieurs mécanismes, hein. Parfois, on fait recours aux influenceurs aussi. On peut mettre les mots sur leur bouche parce que nous faisons exactement la même chose que ce que font les désinformateurs, mais nous utilisons la vraie information. Pendant la période de Covid, il y a des gens qui se sont des stars, qui se sont portés volontaires pour porter haut la voix de la santé publique. Et ils ont aidé beaucoup de personnes à adhérer à la vaccination. Donc, on peut aller vers ces personnes. Vous avez suivi quelqu'un récemment dire non, moi j'ai été contacté. Oui, ça peut être possible qu'il ait été contacté, mais dans quel but? C'était dans le but peut-être de faire la promotion de la vaccination. Il a le droit de refuser, mais il n'a pas le droit de désinformer la population. Merci. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, c'est un grand merci et même vraiment beaucoup d'applaudissements. Une session très animée, une session très riche. Nous rappelons que chacun d'entre nous puisse remplir, est invité à remplir le formulaire d'évaluation qui est sur le lien posté dans le groupe. Et le lien aussi pour openwho.org a été posté dans le groupe où nous pouvons retrouver ces cours. Nous allons donner la parole au professeur Ali Boulaboula, qui est avec nous en ligne et qui va pouvoir dire un mot en tant que le président du conseil d'administration des CPCI. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, Dr Valérie, pour ce travail. Je félicite et remercie notre collègue Richard Baïzire pour sa brillante prestation et à tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette session, malgré les ratés du début de la session. C'est la technique, il faut se plier à ces caprices. On veillera les prochaines fois pour que cela n'arrive. Alors, nous allons rassurer, avant de nous dire au revoir, à tous les participants, que la semaine prochaine et les semaines à venir, je vous ai dit que nous avons programmé sur 2 mois de parler d'Mpox dans toutes les facettes de la maladie. Ainsi, je vous souhaite toujours la bienvenue et s'il y a d'autres participants qui peuvent intervenir sur l'un ou l'autre aspect de la lutte contre cette maladie, ils peuvent toujours nous contacter pour que nous puissions
examiner et travailler avec eux pour présenter leur sujet. Encore une fois, merci à notre collègue Richard, au docteur Valérie et à tous ceux qui se sont mobilisés pour se connecter. Merci et au revoir. Merci bien, professeur. Merci bien à tous. Sans oublier Kanika, qui justement a dépassé ses heures habituelles et a accepté de rester avec nous jusqu'au bout. Merci, prof. Merci à tous et à la prochaine.